Selon les physiciens, cette petite créature poilue ne attribue pas du tout pouvoir décoller. Et pourtant, elle vole chaque jour. Mais la véritable raison pentrue, laquelle le bourdon est plus important que l'abeille, va vous obliger à voir votre jardin d'une manière totalement différente. Bonjour, ici Julien, et bienvenue dans Monde Sauvage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une créature que la plupart d'entre vous croisent du printemps à l'automne, que vous n'avez probablement jamais eu l'idée de redouter et que vous considérez peu être même comme le petit gros tout mignon du royaume des insectes, le bourdon. Cela semble innocent, cela semble simple, mais derrière ce petit corps duveteux se cache une histoire pleine d'erreurs scientifiques, de travail invisible et d'une disparition silencieuse dont on ne parle presque jamais. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons tout vous dire. Du célèbre mythe du vol à la comparaison avec l'abeille, jusqu'à ce qui se passerait si cet être tout rond disparaissait un jour de nos jardins. C'est parti. Vous l'avez certainement déjà entendu. Peut être dans un documentaire, peut être à l'école, ou peut être espacé comme une anecdote amusante sur les réseaux sociaux. Une phrase qui ressemble à ceci. Selon les lois de l'aérodynamique, le bourdon ne devrait pas être capable de voler. Son corps est trop lourd et ses ailes trop petites. Mais le bourdon ne le sait pas, alors il continue de voler. C'est une belle citation inspirante. Les conférenciers en motivation l'adorent, car on peut en tirer un message sur la confiance en soi et le dépassement des limites. Le seul petit problème, c'est que cette citation est absurde. Du moins, elle est absurde dans le sens où les gens l'interprètent. La physique n'a jamais prétendu que le bourdon ne pouvait pas voler. La physique a simplement mis longtemps à expliquer comment exactement il le faisait, et c'est une différence fondamentale. Voyons d'où vient cette légende. On dit souvent que tout a commencé dans les années 30, vers 1934. Lors d'un dîner dans une université, l'aérodynamicien Antoine Magnan aurait fait remarquer à son collègue André Sainte-Laguë que les calculs montraient que, théoriquement, le bourdon ne devrait pas voler. Magnan a mentionné cette réflexion dans son livre « Le vol des insectes ». Il y expliquait qu'en appliquant les équations standards de la résistance de l'air aux insectes, le résultat montrait que le vol était impossible. Mais, et c'est crucial, Magnan a immédiatement ajouté que le calcul était manifestement erroné puisque, bien sûr, le bourdon vole. En d'autres termes, l'auteur savait que la conclusion n'avait aucun sens et l'utilisait comme preuve que les modèles mathématiques de l'époque n'étaient pas assez avancés pour décrire le vol des insectes. Il n'a jamais dit que la physique interdisait au bourdon de voler, il disait que la physique ne savait pas encore le décrire. Que s'est-il passé ensuite ? Cette note académique est devenue un mythe urbain, le contexte a disparu, la nuance s'est envolée. Il n'est resté que cette phrase choc. Le bourdon ne devrait pas voler, mais il le fait, et elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les journalistes l'ont reprise, les livres de motivation l'ont réimprimée. Personne ne s'est donné la peine de vérifier si c'était vrai, car c'est romantique de croire qu'il existe quelque chose qui défie la physique. Alors, où était l'erreur initiale ? Le problème était simple mais majeur. Magnan et Sainte-Laguë appliquaient au bourdon le modèle de l'aile fixe. Ils prenaient son poids, la surface de ses ailes, et calculaient si ses ailes pouvaient le porter s'il se déplaçait comme un avion, avec des ailes qui ne bougent pas. Et le résultat était clair. Non, il s'écraserait. Mais le bourdon n'est pas un avion. Le bourdon bat des ailes, et ce battement est la clé de tout. Le vol des insectes ne ressemble pas à celui d'un avion, ni même tout à fait à celui d'un hélicoptère. C'est un mode de mouvement unique. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les scientifiques ont eu la technologie pour comprendre. Des caméras haute vitesse, des tunnels de fumée. Ils ont découvert que le bourdon bat des ailes entre 120 et 200 fois par seconde. À chaque battement, l'aile ne fait pas que monter et descendre, elle pivote sur son axe. Cela crée un minuscule tourbillon à la pointe de l'aile, ce qui génère une portance énorme, bien plus qu'une aile lisse. La physique a simplement dû rattraper le bourdon. Passons maintenant à quelque chose qui me fascine. Quand on parle de pollinisation, tout le monde pense immédiatement à l'abeille. L'abeille domestique, dorée, travailleuse, organisée. Et ce n'est pas étonnant. L'abeille a,
Et je vais être un peu provocateur, une équipe de relations publiques fantastique. L'abeille a le miel. Le miel est sucré, c'est bon pour la santé, on en met dans le thé. L'abeille a la ruche, une structure géométrique parfaite. L'abeille a l'apiculteur, ce personnage sympathique avec son chapeau et son voile. L'abeille a des documentaires sur National Geographic et elle a même sa journée mondiale le 20 mai. L'abeille, c'est le marketing pur. Et le bourdon ? Le bourdon n'a rien de tout cela. Il ne produit pas de miel commercialisable. Son nid est souvent un simple trou dans le sol, un vieux terrier de souris ou une cavité sous une tôle au fond du jardin. Le bourdon n'a pas d'apiculteur pour prendre soin de lui systématiquement. Le bourdon travaille silencieusement de l'aube au crépuscule et personne ne l'applaudit. Pourtant, le bourdon fait un travail que l'abeille ne peut pas faire ou qu'elle fait beaucoup moins bien. Prenez les tomates par exemple. Pour que le pollen de la fleur de tomate soit libéré, il faut des vibrations. L'abeille se pose sur la fleur, mais elle ne sait pas créer le bon type de vibration. Le bourdon, lui, pratique la pollination par vibration, buzz-pollination. Il s'accroche à la fleur et fait vibrer ses muscles de vol sans bouger les ailes. Son corps entier entre en résonance à une fréquence d'environ 400 Hz, ce qui projette littéralement le pollen hors des anthères. C'est comme une douche à ultrasons miniature. La plupart des tomates que vous achetez au supermarché ont été pollinisées par des bourdons, pas par des abeilles. Le saviez-vous ? De plus, le bourdon a une langue plus longue que l'abeille. Il peut atteindre le nectar de fleurs profondes comme le trèfle rouge, la lavande, la digitale ou la sauge, là où l'abeille échoue. Toute une catégorie de plantes dépend donc principalement du bourdon. Et il y a un autre facteur crucial, la météo. L'abeille est une créature délicate. En dessous de 12 degrés, elle ne sort pas. S'il pleut ou s'il y a du vent, elle reste à la maison. Le bourdon, lui, joue dans une autre catégorie. Il peut voler dès 5 ou 6 degrés. Il travaille sous la brume, dans la bruine, dans des conditions où l'abeille attend le soleil. Dans nos climats, avec nos printemps instables, c'est une qualité vitale. En mars et avril, quand les arbres fruitiers sont en fleurs, le bourdon est souvent le seul à travailler. Comment fait-il ? Il possède une capacité d'endothermie. Il peut chauffer activement ses muscles de vol en les contractant rapidement, un peu comme lorsque nous frissonnons de froid. Il peut ainsi maintenir son thorax à 35 degrés, même s'il fait un froid de canard dehors. Et ce manteau de fourrure qui le rend si mignon, c'est son isolation thermique. Le bourdon est un petit thermostat volant emballé dans un manteau de laine. Pourtant, malgré tout cela, quand on dit « sauvons les pollinisateurs », tout le monde parle des abeilles. L'abeille est la célébrité, le bourdon est l'ouvrier de l'ombre qui maintient tout le système debout, mais dont personne ne connaît le nom. Et c'est là le plus grand danger pour lui. Les gens protègent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment. En France, le bourdon bénéficie d'une sympathie naturelle. On ne le craint pas. On a peur des guêpes, on se méfie des frelons, on fait attention aux abeilles, mais le bourdon, tout le monde dit qu'il est mignon. Pourquoi ? C'est une combinaison de facteurs. D'abord, sa forme, il est rond. Le cerveau humain perçoit les formes rondes comme amicales et inoffensives. Ensuite, son mouvement. Il vole lentement, un peu maladroitement. Il se dandine de fleur en fleur. Enfin, le son. Ce bourdonnement grave et velouté qui évoque l'été et la tranquillité, loin du bzz aigu et agressif d'une guêpe. Et surtout, le bourdon ne pique presque jamais. Les femelles ont un dard, mais il faut vraiment le presser ou menacer directement son nid pour qu'il se défende. C'est le gentleman du monde des insectes. Mais attention, la situation est grave. En France, les bourdons diminuent. Ce n'est pas une catastrophe spectaculaire qui fait la une du journal de Vingt, c'est une disparition silencieuse. On compte environ une trentaine d'espèces de bourdons en France. Certains, comme le bourdon terrestre ou le bourdon des pierres, s'en sortent encore, mais d'autres sont en déclin critique. Les raisons sont claires. La première, c'est la perte d'habitat. Le bourdon a besoin de 3 choses: un endroit pour nicher, des fleurs pour se nourrir et du calme. Et nous lui retirons les 3. Nous voulons des jardins propres, des pelouses tondues comme des terrains de golf, des bords de route impeccables. On enlève les tas de feuilles, la mousse, les herbes hautes.
le bourdon n'a plus nulle part où loger. La deuxième, c'est le manque de nourriture. Le bourdon a besoin d'une diversité de fleurs du printemps à l'automne, pas seulement de la lavande en juillet. Il lui faut des fleurs en mars, en avril, en mai. L'agriculture intensive a transformé nos paysages en mosaïques de champs uniformes. Quand le colza fleurit en mai, c'est l'abondance, mais en juin et juillet, c'est le désert vert. Le bourdon s'épuise à chercher de la nourriture au lieu de se reproduire. La troisième, ce sont les pesticides. Les néonicotinoïdes et autres insecticides sont mortels. Souvent, ils ne tuent pas directement, mais ils affaiblissent l'insecte, perturbent son orientation et sa mémoire. Un bourdon qui a collecté du pollen toute la journée ne retrouve plus son nid. Il erre, s'épuise et meurt seul. Qu'est-ce qui se passe si les bourdons disparaissent? Ce serait un jeu de dominos. Le trèfle rouge s'effondrerait. Les récoltes de tomates et de myrtilles chuteraient ou deviendraient hors de prix car il faudrait les polliniser à la main ou avec des machines coûteuses. Les fleurs sauvages cesseraient de se reproduire, changeant la structure de nos forêts et de nos prairies. Moins de plantes signifie moins d'insectes, donc moins de nourriture pour les oiseaux. C'est une spirale qui commence par cette petite boule de poils que personne ne remarque. Alors, que pouvez-vous faire? C'est plus simple que vous ne le pensez. Arrêtez de tondre toute votre pelouse. Laissez un coin sauvage, même de quelques mètres carrés, où poussent les pissenlits, les trèfles et les orties. C'est une oasis pour le bourdon. Plantez les bonnes fleurs. Les roses très doubles avec énormément de pétales sont inutiles pour lui. Il ne peut pas accéder au nectar. Choisissez des fleurs simples. Lavande, sauge, thym, bourrache, bleuet, cloche. Et pensez à la saisonnalité. Des crocus pour le début du printemps, des astères pour l'automne. Installez un abri, un pot en terre cuite retournée, rempli de mousse sèche ou de paille, placé dans un coin tranquille, peut devenir une maison parfaite. Bannissez les pesticides. Utilisez des alternatives naturelles. Aidez un bourdon épuisé. Si vous en trouvez un au sol, immobile, donnez-lui une cuillère avec un peu d'eau sucrée. Quelques gouttes suffisent pour qu'il reprenne des forces et s'envole en quelques minutes. Il faut savoir qu'un nid de bourdon est petit, entre 50 et 400 individus contre 50 000 pour une ruche d'abeilles. Perdre un nid, c'est perdre toute une famille. Contrairement aux abeilles qui passent l'hiver ensemble, le nid de bourdon meurt chaque automne. Seules les reines fécondées survivent en s'enterrant dans le sol. Au printemps, chaque reine repart de zéro, toute seule. C'est un défi immense. Chaque reine que vous aidez, c'est une colonie entière que vous sauvez. Le bourdon est une métaphore de tout ce que nous négligeons. Il travaille sans reconnaissance, il fait un travail vital que personne ne voit. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a juste besoin de place. Il ne nous demande pas de l'admirer, il nous demande de le laisser tranquille. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce petit gros poilu se dandiner sur une fleur dans votre jardin, souvenez-vous de cette vidéo. Ce petit être maintient une partie du monde debout. Laissez-le faire son travail. Ne tondez pas ce petit coin de pelouse sauvage. Laissez-lui ces quelques fleurs. C'est peu, être la chose la plus simple et pourtant la plus importante que la nature nous demande. Je suis Julien. C'était Monde Sauvage. Merci d'avoir été avec moi et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Protégez nos bourdons.